Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Hawa Fofana, avec qui nous allons parler de négociations salariales. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un famage à Chloé Ngassa et Pauline Koutima, car c'est grâce à leur pack de formation Athéna Academy que j'ai pu connaître ton travail. Du coup, Hawa, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Estelle, déjà merci pour l'invitation, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors moi je suis Hawa Fofana, je suis la fondatrice de Check Ta Paye et avec mon entreprise j'accompagne les salariés à maîtriser tous les enjeux de leur rémunération et l'idée c'est de les accompagner à travers de la négociation salariale mais pas seulement, aussi à travers la compréhension de leur fiche de paye et éventuellement la négociation d'un départ. C'est super complet, ce que tu nous dis là. Mais du coup, j'ai envie d'en savoir un peu plus déjà sur toi. Pourquoi, tu t'es, lancée dans ces missions pour aider, tous les salariés, pour une meilleure compréhension et pour se dépasser. Et après, comme c'est le sujet de l'épisode, c'est du coup pourquoi, la négociation salariale, c'est important et encore plus pour les femmes. Ça marche. Alors moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur de la paye et des ressources humaines, en fait, depuis que je me suis lancée et en fait, au fur et à mesure de ma carrière, donc j'ai été gestionnaire de paye, j'ai, ensuite été consultante, chef de projet, sur, des logiciels de RH et ben, je me suis rendu compte qu'il y avait, des gros soucis au niveau, entre les salariés et leurs fiches de paye, notamment parce que la plupart, des personnes ne les comprenaient pas, mais aussi parce qu'on n'était pas toujours forcément, satisfait de la rémunération, qu'on percevait par rapport, à la valeur qu'on apportait au travail, qu'on apportait à l'entreprise et du coup, en 2021, j'ai décidé de lancer, mon compte Instagram et l'idée, c'était d'abord juste de partager des conseils autour de la fiche de paye pour un petit peu vulgariser le sujet et en quelques mois, le succès, en fait, du compte m'a dépassée. J'ai eu plein, plein, plein de questions, et en particulier autour de comment est-ce que je fais pour vérifier ma fiche de paye, comment est-ce que je fais pour négocier mon salaire, une augmentation à l'embauche et en fait, on se rend compte que tout au long de la carrière du salarié, il y a un lien avec la rémunération parce qu'on n'est pas bénévole, on est salarié et l'idée, c'était vraiment de fournir aux salariés les outils pour pouvoir, faire valoir, tout ce qu'ils méritent, par rapport à leur travail. Ouais, hyper complet et du coup, de ce que j'entends, c'est que tu es partie vraiment d'un vrai besoin parce que, ça s'est vu avec le succès de ton compte Instagram. Les gens, on se questionne, ont envie d'en savoir plus et en effet, c'est pas toujours évident, de trouver, je pense, les bonnes informations, avec internet. Il y en a tellement, tu sais plus où donner de la tête et c'est pas forcément toujours bien expliqué en fonction des personnes. Donc, c'est super en tout cas que tu aies pris, ce sujet, d'arrache-pied pour, aider, les autres à grandir et à comprendre et valoriser sa valeur. Tellement important. Ouais, exactement et puis il y a un vrai tabou autour de l'argent en France donc du coup, ça aide pas à avoir des infos sur le sujet. Oui et je pense que le tabou financier chez les femmes, c'est encore plus une réalité. Donc comment ça s'explique du coup qu'il y a un vrai tabou sur l'argent et pourquoi les femmes, elles ont du mal à négocier leur salaire alors que c'est hyper important pour elles, quoi? Alors, le tabou, je saurais pas dire, je suis pas sociologue, mais en tout cas, effectivement, il y a, culturellement, le fait qu'on parle pas tellement d'argent, même des fois au sein du couple, même, avec ses amis, avec ses parents, parfois ça peut être, compliqué. Alors encore pire entre collègues, et cetera. Toujours est-il que dans le monde du travail, ça fait surtout les affaires du patron qu'il y a un gros tabou au niveau du salaire parce que, si on sait pas trop combien sont payés les autres, si on sait pas trop, comment on est censé se positionner par rapport, à ses performances, à ses qualifications, on va avoir tendance à être moins sûr de soi quand on va aller négocier sa rémunération parce que tout simplement, on ne sait pas si on est légitime, à demander, les sommes qu'on demande et forcément, en face, on va pas nous faire forcément de cadeaux, si on ne sait pas défendre sa valeur eh bien, on va avoir tendance à en profiter pour, nous donner toujours plus de responsabilités, mais pas forcément, la rémunération, qui va avec et les femmes, comme
comme je pense la plupart des salariés, on n'est pas formés, en fait, tout simplement à, négocier notre salaire, à revendiquer une certaine rémunération. Moi, je sais qu'à l'école, quand on m'a les seules fois où on a pu parler de rémunération, c'était bien pour me dire, qu'en entretien, il fallait attendre que le recruteur commence à aborder, la question du salaire. Il fallait surtout pas, nous être les premiers à mettre le sujet sur la table et donc bien respecter le tempo, du patron. Donc en fait, on est éduqué vraiment là-dedans et on se coule dans ce moule-là et c'est vraiment après des prises de conscience parfois un peu violentes où on se rend compte que, bah, il y a certains collègues qui gagnent plus que nous, qu'on se rend compte que, bah, en fait, cette technique, elle marche pas si bien que ça. Il faudrait peut-être essayer, d'autres techniques, quoi. Tellement, mais moi aussi on m'a appris la même chose à l'école. Et surtout même sur les sites, tu vois ça partout. En plus, faut pas, enfin faut laisser parler l'autre, etc. Faut pas s'imposer. Alors tu m'étonnes que quand t'es élevé comme ça, c'est plus difficile. T'as déjà des croyances qui sont là en disant bon bah ok, j'attends mon tour. Et de toute façon en plus ça me fait penser au syndrome de la bonne élève, parce que les femmes en général elles font toujours tout bien, enfin même à l'école, etc. En entreprise. Mais en fait c'est ça qui est assez terrible, c'est que tu peux faire un super travail si t'as pas quelqu'un en face qui est humain, on va dire, et qui comprend, bah, c'est une vraie valeur ton travail, il peut vraiment vouloir t'entourlouper pour bah, pouvoir tirer le maximum donc qu'il peut faire. Et du coup, ça me fait penser, parce que du coup, comment on fait d'ailleurs pour comprendre sa valeur et la valoriser? Parce que je pense encore plus chez les femmes, il y a le fameux syndrome de l'imposteur, enfin qui devrait plutôt s'appeler syndrome de l'impostrice, parce que c'est l'avantage des femmes. Alors, je pense que la première chose qui est hyper importante de comprendre pour comprendre la notion de sa valeur sur le marché, c'est comprendre qu'on est sur un marché. Et ça, c'est une notion qui est pas très bien comprise parce que, la plupart des salariés, quand ils arrivent dans le monde du travail, ils arrivent dans cette optique où on est encore comme dans le monde de l'école. Donc, tu parlais du syndrome de la bonne élève, bah, donc je vais très bien travailler, je vais faire mes preuves et la bonne note va être automatique comme ça l'a été pendant tout mon cursus, scolaire. Sauf que là, on est sur un marché. Donc, il y a le fait de faire un bon travail, de produire son expertise, d'avoir un bon produit. Et puis, il y a le fait de vendre ce produit. Et on a beau, enfin, Apple vend des super iPhones très, très chers. Mais en fait, je sais pas si c'est parce que les iPhones sont vraiment les meilleurs téléphones de la galaxie. C'est aussi parce qu'ils savent très bien les vendre et nous convaincre bah, de mettre la main au portefeuille pour les acheter. Eh bien, il faut savoir qu'en tant que salarié, on a une double compétence à avoir notre expertise métier, les diplômes qu'on a faits, l'expertise, au quoi on continue à se former au quotidien, mais aussi bah, ces compétences à savoir combien on vaut sur le marché du travail et à vendre cette valeur pour notre profil. Et ça, c'est une compétence sur laquelle beaucoup de salariés ont énormément de lacunes parce que jamais formés, parce que ils se disent que en fait c'est la personne en face si elle ne me donne pas ce que je mérite, bah, c'est elle qui est méchante et c'est pas moi qui ai mis en place des actions, c'est pas à moi de faire quelque chose de plus pour vendre mon travail, mais c'est vraiment une conséquence logique et immédiate. Or, on est dans le monde du business, quand on est salarié, au même titre que bah, Carrefour ne s'attend pas à ce que Auchan lui fasse de cadeaux quand ils sont dans un partenariat business, bah, faut pas s'attendre à ce que ton employeur, il aille forcément te proposer le meilleur deal. En tout cas, peu importe l'employeur que tu as en face de toi, il faut que toi, tu sois en capacité de comprendre si le deal qui t'est proposé, il est vraiment intéressant pour toi et contre-proposer quelque chose de plus intéressant si tu constates que c'est pas le cas. Mmh. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Ça me fait penser j'ai l'impression qu'on est plus dans l'attente, que ça arrive vers nous plutôt qu'être dans l'action. C'est ça, exactement. Il faut avoir une démarche beaucoup plus proactive sur son salaire en le mettant en sujet prioritaire, ce qui est difficile parce qu'on a été conditionné à nous dire: «Ah non, mais c'est mal de parler d'argent, on va penser que je pense qu'à l'argent». Beh, oui, mais c'est important que tu penses à l'argent sinon, tu aurais peut-être les moyens de faire autre chose, que de travailler pour de l'argent. C'est clair. Mais du coup, ça me fait aussi penser, comment on fait pour reconnaître ses propres compétences? Parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on a tendance à se dire: «Bon, bah, ce que je fais, c'est normal, tout le monde peut le faire», on a tendance, je pense, à se dévaloriser et du coup, je pense que c'est pas évident de reconnaître la réalité. Alors ce qui va être important, c'est de, objectiver pardon, en fait, ce qui se passe et les qualités, les compétences, les missions qui nous sont demandées. Généralement, quand tu occupes un poste, bah, tu vas avoir un certain nombre de missions, de responsabilités, un certain niveau d'autonomie et on va jouer par comparaison. Par comparaison aux différents types de postes qui sont proposés dans ton secteur d'activité, dans ta région, avec un certain niveau de rémunération. Donc si tu fais une analyse, de ton poste et que tu la compares aux postes similaires et aux rémunérations similaires qui sont proposées sur le marché
marché du travail, quel est le constat que tu fais? Est-ce que tu es en dessous des salaires qui sont proposés pour un niveau de responsabilité équivalent? Est-ce que tu es dans la moyenne ou est-ce que tu es dans la fourchette haute? Ça te permet déjà de te repérer et d'avoir un premier référentiel qui va permettre de poser les choses. Et la deuxième partie, ça va être d'affiner ce référentiel avec ton réseau. Ça va être de peut-être recontacter les camarades de promo avec qui on a été en cours et qui sont potentiellement sur des postes similaires aux miens pour voir un petit peu comment ils se situent. Ça va être aussi échanger avec ses collègues ou anciens collègues. Ça va être échanger aussi avec des recruteurs, des cabinets avec qui on est en processus de recrutement pour avoir un petit peu les fourchettes de salaire qui sont proposées pour un profil comme le mien sur le marché du travail. Oui, très intéressant. On est un peu en mode investigation, pour savoir qu'est-ce qui se fait et moi, qu'est-ce que je peux proposer par rapport à ça et du coup, tu parles de réseau. Du coup, comment on fait, pour bien réseauter? Est-ce que, par exemple, tu connais, des événements où aller, ce genre de choses ou toi, comment tu fais? Alors souvent, on a, je pense, une image du réseau comme quelque chose de hyper, select, hyper, particulier, tu vois? Des événements particuliers. Alors, il faut savoir que tout le monde a un réseau à partir du moment où, tu es en interaction avec des personnes, bah, c'est, des personnes qui constituent, ton réseau et souvent, j'aime bien donner l'exemple de ma maman qui était, femme de ménage et quand, bah, j'étais plus jeune, parfois elle partait en vacances et elle avait besoin de se faire remplacer pendant ses vacances et bah, elles avaient tout un petit réseau de femmes de ménage qu'elles contactaient en disant: «Je serai pas là pendant 2 mois, est-ce que tu veux prendre le CDD de 2 mois qu'il va y avoir?» Bah, ça, c'est déjà un réseau. Donc le fait de rester en contact avec ses collègues, comme je disais, les camarades avec qui, j'ai été, faire mon master, mon BTS, ma formation, tout ça, ça constitue ton réseau. Par contre, un réseau, ça s'entretient. C'est pas uniquement quand j'ai besoin d'un travail que je vais dire: «Coucou, je suis là». Ça va être peut-être tout au long de l'année, tout au long, des choses où je vais prendre des nouvelles, je vais me connecter sur LinkedIn, je vais commenter leur actualité. Et aussi, bah, par exemple, là, tu vois, on est au mois de janvier, c'est la bonne période pour envoyer un petit message de bonne année et de savoir bah, qu'est-ce que tu deviens, c'est quoi ton actu, pour justement garder du lien. Ce qui fait que le jour où j'ai besoin d'avoir une info sur telle entreprise, parce que souvent, bah, nos secteurs sont assez petits, bah, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe parce qu'on a déjà un lien et une connexion. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu nous dis, ça me fait penser à une autre question parce que du coup, comment on fait pour s'organiser? Parce que pour contacter les gens dans le sens où, imaginons, voilà, on a un réseau dans notre école, dans notre entreprise. En fait, ça fait vraiment beaucoup de monde. Comment on fait pour réussir à contacter tout le monde, garder une relation sur le long terme et tout? Parce que avec ça, plus toutes les notifications, toutes les sollicitations qu'on peut avoir ici et là, on n'a pas toute notre énergie à consacrer à envoyer des messages aux gens, leur contacter, leur parler. Donc, c'est tout un brouhaha, tout ça. Oui, c'est ça. Après, l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut absolument envoyer 15 messages par an à tout le monde. C'est plutôt naturel. En fait, à partir du moment où je suis connectée sur LinkedIn, bah, quand la personne va changer de poste, je vais avoir une petite notification qui va me dire qu'elle va changer de poste. Là où j'aurais tendance à scroller machinalement, bah, prendre le temps de faire un petit message personnalisé pour féliciter la personne, c'est maintenir le réseau de manière naturelle. C'est juste des petites actions comme ça qui vont faire en sorte que bah, on garde du lien avec les personnes sans non plus se mettre une pression excessive avec un fichier de suivi Excel des différentes relances. Mais par contre, effectivement, quand on va être sur une recherche d'emploi, quand on va être sur une bah, peut-être recherche de sa valeur marché de manière plus approfondie, peut-être prendre le temps de regarder toutes ces connexions et dire lesquelles sont pertinentes, de reprendre contact un peu plus poussé pour justement bah, peut-être prendre un café avec un tel après le boulot ou un after work pour avoir une discussion informelle et peut-être aborder un petit peu ces questions-là. Mmh. Oui, très intéressant ce que tu nous dis. En fait, faut pas avoir la paresse de contacter les gens et de maintenir un lien. Parce que c'est vrai que comme tu dis, on est tellement habité à scroller, mais je trouve qu'il y a une petite action hypnotique en vrai quand tu scrolles, tu sais même pas ce que tu vas avoir et tu waouh, tu C'est es ça, dedans. Et totalement. et ça me fait aussi penser comme question par rapport à ce que tu disais un peu avant, parce que, quand on fait une reconversion professionnelle, bah, forcément nos compétences, elles ont complètement changé, on va dans quelque chose de complètement nouveau. Donc comment la personne peut réussir à se valoriser parce que c'est quelque chose qui sort complètement de sa zone de confort et là, c'est aussi l'entreprise doit aussi laisser j'imagine la place à faire confiance comme un peu les jeunes diplômés quand ils sortent d'école, ils ont pas l'expérience forcément, enfin ils ont la théorie à part si on fait de l'alternance mais encore c'est encore tout jeune tout ça.
Alors j'aime bien ta phrase: «L'entreprise doit laisser, la place, l'entreprise doit laisser la chance». Alors, ce que je dis souvent, c'est que l'entreprise, c'est pas une asso, qu'elle s'est pas lancée en fait, dans, la création de sa boîte pour, offrir sa chance, aux jeunes diplômés, aux personnes en reconversion et cetera. L'entreprise, en fait, elle a un besoin et elle va, chercher quelqu'un qui va venir répondre à ce besoin. Donc déjà, la logique de dire: «Il faut qu'on me laisse ma chance», ce n'est pas la bonne logique parce que en tant que personne qui est sur le marché du travail, qui a une expertise à proposer, qui a des compétences à proposer, bah, tu es là pour apporter de la valeur à une entreprise. Si tu te mets dans une démarche où il faut qu'on me laisse la chance, ça veut dire que tu es en train de quémander un job. Donc forcément, si déjà tu es en train de quémander un job, tu vas certainement pas oser négocier un salaire parce qu'on a eu la bonté de t'offrir un job. Donc tu vois, déjà, tu es mal barré pour aller négocier ton salaire. Donc là, il faut comprendre qu'une entreprise, bah, elle va être à la recherche d'un certain niveau d'expertise et de certaines compétences. C'est pas parce que tu es jeune diplômé que tu n'as pas de compétences, c'est pas parce que tu es en reconversion professionnelle que tes compétences se sont évanouies en passant et que tu es repassé junior, ça n'existe pas. Il faut comprendre que, bah, notamment dans les reconversions professionnelles, on a des compétences qui vont être transverses. Si par exemple, je suis prof de français et que je décide de me reconvertir et de devenir commercial, bah, il y a peut-être des compétences de pédagogie, des compétences dans la sémantique. Et, je dis un peu au pif, mais il y a certaines compétences que je vais pouvoir forcément réutiliser, remobiliser dans mon nouveau métier de commercial. Ça n'existe pas d'effacer et c'est à moi de valoriser comment toute mon expérience va venir apporter de la valeur sur ce nouveau métier. Et ensuite, bah, c'est la responsabilité de l'entreprise de déterminer est-ce que ce profil atypique, bah, ça leur parle, ça leur donne envie et ils pensent que ça peut apporter de la plus-value pour l'entreprise. À partir du moment où l'entreprise elle a déterminé que oui, ton profil m'intéresse, oui, je pense que tu peux apporter de la valeur à ma boîte, eh bien, il va falloir qu'elle paye le tarif, le salaire qui est adéquat par rapport aux compétences et à la valeur ajoutée que je vais venir apporter. Mais il faut vraiment partir du principe que c'est ma responsabilité en tant que salarié de convaincre l'entreprise que bah, j'ai de la valeur à leur apporter. C'est pas un acte de charité de recruter un salarié. Oui, je pense que tu as raison, en effet. En fait, moi, je trouve qu'il y a quand même un vrai gap entre l'école, ce que tu apprends, ce que tu vois, et le monde où tu es jeté dans le bain, un peu comme dans la jungle, en vrai, pour... C'est vrai que ce serait bien qu'on ait un petit bac, tu vois, où on a encore un peu de pied, mais là, on passe du petit bassin de la pataugeoire au grand bain d'un coup, quoi. C'est ça. Du coup, comment on fait pour survivre dans cette jungle? Parce que j'imagine c'est aussi beaucoup de pression, parce que tu es en comparaison avec plein de profils, tu dois être tirer ton épingle du jeu pour être recruté et en plus même plus loin parce que même si tu fais un faux CV ou quoi que ce soit après tu travailles donc là il faut vraiment que tu puisses montrer la réalité donc si t'as pas les compétences ça va être compliqué donc ouais comment on fait pour jouer dans cette cour des grands. Alors après, je pense qu'il faut, moi, je pense qu'il faut être le plus authentique possible et le plus réaliste possible par rapport à ses compétences. Après, il faut avoir tendance à pas se sous-évaluer, c'est-à-dire que des fois, on est trop dur, plus dur même que les entreprises avec nous-mêmes, et donc pas hésiter à aller sur de l'objectivable. Si je pense que, je donne un exemple qui m'est venu récemment avec une personne que j'ai accompagnée, que moi, je suis plutôt nulle en anglais, bah, si je fais un test d'anglais pour voir quel est réellement mon niveau et celui que je vais pouvoir mettre en avant lors des tests. Et peut-être que ce test d'anglais, il dira qu'en fait, j'ai un niveau qui est très, très correct par rapport à ce qui est attendu par les entreprises aujourd'hui sur le poste que je vise. Et tout ça, ça va me permettre d'avoir des éléments factuels et tangibles sur lesquels je vais pouvoir me reposer pour justifier de la rémunération que je demande pour ce poste-là. Comme tu parles, enfin, ça me fait penser, par exemple, enfin, ça me fait penser aux fiches de poste que j'avais vu une étude que, en gros, les femmes, elles attendent de remplir la majorité des critères de la fiche de poste, alors que les hommes, moins. Et pourtant, de ce que j'avais quand même entendu en discutant avec les gens, la fiche de poste, c'est, bien sûr, ils recherchent le profil, on va dire, idéal, mais il y a toute une action de formation derrière. Pas tout le monde ne peut remplir toute la fiche de poste et les entreprises en sont bien conscientes. Toi, t'en penses quoi de tout ça?
Bah, en fait, je me dis que c'est un petit peu comme, quand on achète une maison ou quand on est en train de rechercher, son appart. Bah, en fait, on met la liste des critères et on met tous nos critères. Ah, la réalité, c'est que rarement on aura 100 des critères qui seront cochés. Ça ne nous empêche pas de les mettre, et de les fournir à l'agence immobilière en disant: «Voilà, moi, c'est ça la maison idéale, que je veux». Bah, l'entreprise, quand elle va faire son offre d'emploi, elle va faire aussi un petit peu la même chose, en mettant tous les critères, au maximum, à l'idéal sur ce qu'elle voudrait vraiment, sur le profil de candidat, qu'elle veut. Après, la réalité, c'est qu'elle va se confronter au marché du travail et puis elle va avoir différents profils de candidats qui vont se présenter à ce poste-là et que des fois, on a l'impression qu'il nous faut absolument, une lumière traversante dans notre salon et en fait, on s'en passe très bien dans la réalité. Bah, c'est un petit peu la même chose, pour l'entreprise. Quand, l'urgence de remplir le job, s'accentue, bah, peut-être qu'ils sont un peu moins regardants sur leurs critères. L'idée, c'est vraiment, et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, d'avoir conscience que ce n'est pas de la responsabilité du salarié de savoir si je coche oui ou non les cases. C'est la responsabilité de l'employeur de ne pas se planter sur son recrutement et de s'assurer que la personne qui recrute est compétente. Moi, ma responsabilité en tant que salarié, c'est de m'assurer que je suis recrutée au bon salaire. Donc, il faut que chacun reprenne ses responsabilités. Autant, je ne vais pas reprocher à mon employeur de me payer au lance-pierre si j'ai accepté d'être payée au lance-pierre, autant, bah, lui, il va pas me reprocher si je suis complètement incompétente, qui m'a recrutée, de me dire: «Ah bah, tu aurais dû me dire que tu étais incompétente». Et ben, chacun prend ses responsabilités. Moi, même si je me sens encore, dans la peau de l'impostrice en me disant: «Bah non, en fait, peut-être que j'y vais pas», bah, j'y vais quand même et je me dis que c'est pas mon problème, en fait. C'est il y a quelqu'un qui est payé en face pour recruter la bonne personne. Cette personne, j'ai confiance qu'elle a les compétences pour, discerner une impostrice de quelqu'un qui a parfaitement les compétences et si elle a déterminé que j'avais parfaitement les compétences, bah, j'y vais. C'est pas ma responsabilité de m'auto-censurer, parce que, ce serait pas sympa pour l'entreprise de découvrir que je suis une fraude. C'est leur boulot de détecter les fraudes. Ah, mais j'aime trop ta vision des choses, en effet. Ça fait moins de pression de répartir la charge, émotionnelle qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que oui, on a tendance à vouloir tout cocher et cetera, potentiellement en tant que femme et là, on se dit: «Ah non, on délègue, bon, il va juger, elle va juger et si c'est bon, voilà» et pareil, j'adore ta analogie avec, la recherche d'appartement, je trouve ça dingue! Bah, écoute, contente que ça te parle. Et c'est souvent, moi je trouve que l'achat immobilier, ça fait beaucoup penser, à au recrutement. Ah, est-ce que tu as d'autres exemples d'achat immobilier? Parce que c'est vrai que j'ai bien aimé cette métaphore, donc est-ce que tu en as d'autres à nous donner? Alors, aussi ce que j'aime bien dire, c'est que souvent les personnes, ils voient la négociation salariale un petit peu comme, une bataille. C'est un petit peu, là, il va falloir que je trouve des punchlines à dire qui vont faire swifter le mindset, du recruteur et tout de suite là, bah, il disait non et puis là, il va dire oui, il va m'ouvrir les vannes de son portefeuille. Ça marche pas vraiment comme ça et ce que je dis souvent, c'est qu'on part en opération séduction. Pourquoi? Parce qu'en fait, le recruteur, bah, la seule chose qu'il a envie, c'est trouver la perle rare qui va remplir le job et qui va rester très longtemps dans l'entreprise et continuer à apporter énormément de valeur dans l'entreprise. Et il est prêt à payer pour ça. C'est un petit peu comme toi quand tu vas t'acheter un objet dans lequel tu investis beaucoup d'argent, bah, généralement, tu es content d'avoir fait cet achat. Tu as dépensé beaucoup de sous, mais tu es content d'avoir investi 10 000 euros dans ton sac à main de luxe parce que tu estimais que ça les valait. Tu ne te sens pas floué en sortant du magasin. Bah, c'est un petit peu la même chose pour le recruteur. Plus il va mettre d'argent sur la table pour recruter un profil qui va estimer talentueux, rare, qui va apporter énormément de valeur à l'entreprise, plus il va être satisfait de cet investissement qu'il aura fait. Et donc, bah, un petit peu comme toi, quand tu mets toutes tes économies dans la maison que tu viens d'acheter, bah, tu es trop content, tu la bichonnes, etc. Là où quand tu as acheté un truc à action 2 euros, le truc, au bout de 2 jours, tu l'as oublié. Donc, on a tendance à croire que en négociant, en s'imposant un petit peu plus, bah, on risque de créer des frictions, on risque d'être moins considéré ou de mettre de l'eau dans le gaz. Au contraire, en fait, on risque surtout de montrer à quel point on a de la valeur à la personne en face et de poser les bases pour être encore plus respecté ensuite dans la relation. Là, c'est très intéressant ce que tu nous dis. En effet, opération séduction, ça me parle. C'est ça.
Donc voilà, vraiment, c'est convaincre qu'on a énormément de valeur à apporter plutôt que de se dire, voilà, alors qu'est-ce que je peux dire, pour piéger le recruteur? On n'est pas là pour se battre, on est là pour se séduire et donc l'entreprise, bien sûr, elle sort, tous, ses great place to work et machin et toi, bah, tu vas montrer un beau CV, tu vas montrer, toutes tes compétences pour convaincre, bah, ça vaut le coup d'investir, en toi. Mais d'ailleurs, en t'entendant parler, ça me fait penser potentiellement s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui peuvent avoir, du mal à reconnaître, leurs compétences, leurs valeurs et cetera. Peut-être qu'une bonne idée, ce serait de lancer un side project sur une passion qu'on peut avoir et qu'on a envie de développer. Toi, quel est ton avis à ce sujet? Bah, je trouve que c'est une super bonne idée. En fait, l'idée, c'est vraiment, des fois, moi, je pense que souvent, on parle de confiance. On dit: «J'ai pas assez confiance pour négocier, j'ai pas assez confiance pour faire ceci» et je pense que en fait, on a tendance à penser que, bah, la confiance doit précéder l'action et moi, je suis convaincue que l'action précède la confiance. Donc on fait les choses sans avoir vraiment confiance et donc avoir un side project comme ça qui a pas forcément, beaucoup d'enjeux parce qu'on s'est pas mis une pression folle dessus, on se dit: «On verra bien où ça me mène», bah, ça va peut-être me révéler plein de choses sur moi qui vont venir alimenter cette confiance en moi et qui vont me dire: «Ah non, mais regarde, j'ai été capable de faire ça. Je me suis prouvé que je savais faire ça» et donc ça va venir alimenter ma confiance et après on rentre dans un cercle vertueux où on a de plus en plus confiance, donc on tente des choses de plus en plus osées et donc on réussit des choses de plus en plus osées et ainsi de suite. Et du coup, ça me fait penser, comment on fait aussi pour cultiver son audace et le fait d'oser, bien sûr, comme tu l'as pu le dire, avec le side project, de se mettre en confiance, ça peut aider, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place? Alors moi, c'est celle en tout cas que je me mets, c'est toujours, bah, essayer d'objectiver. J'ai quoi à perdre? C'est-à-dire que je pense que je suis quelqu'un d'assez pragmatique et la réalité, c'est qu'effectivement, la peur, c'est un indicateur. C'est pas quelque chose de bon ou de mauvais, c'est quelque chose qui est là pour nous indiquer quelque chose et des fois, c'est, quelque chose qui va être important, qu'il faut prendre en considération parce que, ça va venir nous dire: «Ah oui, mais peut-être que, si je claque, ma démission comme ça sans plan B, je vais me retrouver sans argent et sans de quoi manger, très rapidement». Donc peut-être qu'il faut un petit peu l'écouter aussi cette peur ou inversement, bah, peut-être que là, elle est moins rationnelle, elle vient peut-être juste titiller quelque chose d'autre et il faut que j'aille creuser pour comprendre, bah, qu'est-ce qui se cache, derrière cette peur. Donc moi, c'est vraiment s'écouter, essayer de comprendre ce qui se passe et prévoir un plan. Worst case scénario, si ça se produit, bah, qu'est-ce que je fais? Et une fois que j'ai mis en fait, un plan, de secours pour chaque pire scénario que j'ai en tête, bah, je peux quand même y aller parce que là, de toute façon, j'ai mes bouées de sauvetage de tous les côtés et je sais que je ne pourrai pas couler de toute façon, quoi. Oui, c'est une bonne idée en effet, d'avoir, des plans pour relativiser en disant: «Bon OK, si ça se passe pas comme ça, au moins j'ai ça, ça, ça qui peut se mettre en place». Mais d'ailleurs, ça me fait penser parce que s'écouter, je trouve dans notre société que c'est pas forcément, évident parce que justement on est toujours, je trouve, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est que la société est vraiment dans l'action, l'entreprise est aussi dans l'action et s'écouter serait plus être dans l'introspection de soi et on peut être coupé, je trouve, de sa part, de soi-même, notamment avec les nouvelles technologies, bah, le scrolling où en fait on est dans un état second en mode je scrolle. Donc c'est pas forcément évident d'écouter ce qu'on a envie de faire, ce qui est bon pour nous. Donc toi, quels seraient tes conseils pour apprendre à s'écouter malgré tout ce qu'il peut avoir, toutes les actualités, tout, comment faire pour être dans sa bulle? Bah, c'est difficile. Moi-même, je travaille sur cet aspect pour être totalement, honnête. Mais, je pense que, bah, le meilleur secret, c'est de prendre du temps pour soi, de se bloquer, des créneaux vraiment dans l'agenda en disant, «Me time», tu vois? C'est pour moi ce moment et vraiment de prévoir de ne rien faire pour avoir justement le temps de le faire et une des résolutions que moi j'ai prises sur 2025, c'est de faire un peu plus de journaling, donc d'écrire tout simplement. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais jeune et que j'ai complètement arrêté. Donc là, je reprends ça sur 2025, donc je me dis que ça va m'aider justement à organiser un petit peu, à réfléchir et puis, écrire. Donc je pense que ça peut être, des astuces, qui peuvent être utiles. Mmh, c'est vrai que c'est une très bonne idée, le journaling, parce que comme ça, tu peux voir un peu, ta croissance au fil du temps. Bah, tiens, il y a un mois, je pensais ça, maintenant j'en suis là, qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont mes pensées? Comment j'étais, dans quel mood j'étais? Donc ouais, c'est vrai que ça permet de voir une évolution personnelle et en effet, c'est assez intéressant parce que ça me fait penser aussi que la seule personne normalement à qui on devrait se comparer, c'est soi-même au final.
C'est ça et encore, tu vois? Mais et encore, est-ce qu'il y a vraiment besoin de se comparer à soi-même? On sait même pas, tu vois? Je pense que des fois, faut juste vivre et puis vivre le chemin aussi parce que des fois, on se met tout le temps des objectifs, des goals, des choses comme ça et juste, bah, savourer le moment, se dire: «Est-ce que je me sens bien?» Et souvent, c'est un des facteurs, notamment dans l'emploi où des fois, on va pas se sentir mal dans un job. Bah, si je me sens pas bien, qu'est-ce que je change pour faire en sorte que je me sente mieux et avoir ce niveau de réflexion quand on a les signaux faibles, c'est ce que je dis souvent parce que, heu, souvent, on va fuir des situations, mais en fait, on attend tellement que la cocotte minute, elle soit là, qu'en fait, on n'est plus dans une démarche où on arrive à analyser la prochaine opportunité professionnelle et des fois, on reproduit en fait un espèce de cycle, sans fin où on retombe à chaque fois sur le même genre de boîte toxique et on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais de mal?» ou «Qu'est-ce que pourquoi moi ça m'arrive qu'à moi?» alors que en fait, c'est parce qu'on n'est plus dans cette capacité, à au moment où on essaye de s'extirper de la situation, à avoir une analyse, des autres opportunités, quoi. Ah mais oui, ça me fait penser en effet que quand on reproduit ces schémas, en fait, il faut, enfin, c'est pas évident à faire, mais il faut changer la perception qu'on peut avoir et la croyance qui est associée et en faire, quelque chose qui peut plus t'aider, plus te soutenir. Enfin, après, c'est pas forcément évident, mais même toi, comment tu fais pour creuser? Ce que tu parlais de creuser tout à l'heure, ces peurs, mais comment on fait concrètement qu'on se dit: «Bon, est-ce comment je fais? Je suis toute seule, j'ai qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour creuser mes peurs, pour fouiner?» Parce que des fois aussi, il y a des gens qui ne veulent pas aller là-dedans, parce que c'est un travail assez difficile de se confronter à son soi qui est compliqué, qui est parce que voilà, il y a plein de versions de nous-mêmes, mais la version qui est un peu plus négative, on n'a pas forcément envie de l'avoir, on n'a pas envie que il y a des mauvais souvenirs qui remontent et on a envie de se protéger, se barricader, quoi. Alors moi je dirais si on peut de se faire accompagner. Je pense qu'il y a pas de honte aussi, à avoir un thérapeute, avoir quelqu'un dont c'est le métier, hein, tout simplement, qui pourra nous aider à explorer les éventuels blocages qu'on peut avoir, psychologiquement et cetera. Donc ça peut être, une piste, importante et après, bah, des fois c'est juste poser les faits en fait, moi je les petites listes, plus, moins, par exemple, bah, des fois, j'entends souvent la phrase, «On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne», de qui fait que souvent les gens restent dans une situation qui les satisfait pas trop. Bah, en fait, si, on sait ce qu'on perd et on peut savoir aussi ce qu'on gagne, en ayant bien négocié la future opportunité professionnelle. Donc en fait, on a juste à faire une liste avec 2 colonnes. Qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui que j'aime bien dans mon travail? Ça peut être, bah, j'ai, suffisamment de télétravail, je suis à côté de la maison. Bon, bah, le salaire, c'est un des points qui ne va pas. J'aime bien l'ambiance avec les collègues et ensuite, bah, travailler pour que la prochaine opportunité, bah, je sais que, voilà les critères non négociables qu'il y aura au minimum. Sinon, bah, je ne quitterai pas la situation dans laquelle je suis aujourd'hui et ça permet de rationaliser, cette peur que je vais avoir de dire: «Ah oui, non, mais si je pars et que je tombe sur pire que ce que j'ai actuellement, quoi». Ça me fait penser, comment on peut faire pour avoir confiance dans l'incertitude? Parce que c'est vrai que dans la vie, la seule chose dont on est certain, c'est l'incertitude, c'est le mouvement, parce que la vie change tout le temps. Donc, ouais, comment on fait pour avoir confiance en cette incertitude? Parce que comme tu le disais, ouais, c'est pas forcément évident, même si on rationalise, on sait pas ce qu'on va avoir derrière. Enfin, c'est même pour tous les sujets, à vrai dire. Mais après une rupture amoureuse, tu te dis: «Putain, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Faire un job, est-ce que je vais réussir?» C'est clair. Bah, en fait, je pense que la première chose dont il faut avoir conscience, pardon, c'est que, bah, l'immobilisme, c'est pas un gage de sécurité. En fait, le fait de rester dans la situation dans laquelle tu es, c'est une impression de sécurité, mais tu es pas du tout en sécurité. C'est juste que tu n'es pas, proactif et que tu subis au lieu, bah, de toi initier les choses. Tu vas être dans la réaction. C'est-à-dire que, bah, je me dis: «Non, mais je suis bien dans ma situation, je suis pas si mal, donc je vais pas changer de job». Ouais, mais peut-être que demain, c'est l'entreprise qui va te licencier et toi, tu n'y peux rien et tu pourras pas t'opposer à ce licenciement. Donc ça, cette possibilité, elle existe de toute façon, quoi que tu fasses. Et la meilleure façon, bah, de te prémunir de l'incertitude, c'est d'être justement en mouvement, d'essayer d'anticiper, les changements ou en tout cas, toi, de faire en sorte que en tant que salarié, en tout cas, d'être toujours, employable et de faire que ton expertise, celle que tu vends, bah, au quotidien sur le marché du travail, elle soit toujours attractive pour le marché du travail et donc ça suppose quand même d'avoir une réflexion, régulière sur, bah, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, dans quelle direction, je veux aller et pas se dire: «Bon, bah, j'ai fait des belles études,
ça y est, c'est fini, maintenant je suis tranquille. Non, ça n'existe pas, désolée de vous décevoir. Il y a pas ça. Mais la bonne nouvelle, ça peut être aussi de se dire: bah, je me suis peut-être plantée à un moment donné, j'ai peut-être, fait des erreurs de parcours». Bah, c'est pas figé non plus. On peut rebondir, on peut faire plein de choses. Enfin, la formation continue, c'est quelque chose, en lequel je crois beaucoup. Il y a énormément de passerelles, de voies pour aller trouver quelque chose dans lesquelles on s'épanouit vraiment, quoi. Oui, de ce que j'entends, c'est que la vie est un apprentissage constant et en effet, ne pas se reposer sur ses acquis, très important, très important. Et du coup, tu parlais de formation et toi, du coup, qu'est-ce que tu recommandes aux gens pour se former? Formation en ligne, présentielle, utiliser le CPF, Moi, je pense qu'il faut faire de feu de tout bois. C'est-à-dire que vraiment, ce qui va plus parler aux différentes personnalités, il y a des personnes qui sont, très à l'aise avec les formations en toute autonomie, à suivre à leur rythme quand ils en ont envie, d'où ils veulent. D'autres personnes qui aiment bien vraiment le présentiel, être, dans une énergie de groupe et cetera. L'idée, c'est vraiment de trouver, bah, ce qui me correspond, ce qui correspond à ma personnalité et ce qui fait que je vais être le plus engagée, en tout cas vers l'action. Parce que c'est bien de se former, mais des fois, il y en a qui adorent accumuler, toutes les sortes de formations, mais qui passent jamais à l'action. L'idée, c'est quand même de faire en sorte que, bah, ce soit orienté vers l'action et que, bah, à chaque fois que je vais apprendre quelque chose, bah, je vais me lancer un petit défi de dire: «Bah, d'ici telle date, j'aurais mis au moins telle action en œuvre réellement dans ma carrière» et c'est ce qu'on essaye, en tout cas, j'essaye de faire avec les apprenants que j'ai dans mes formations, sur la négo salariale. Là, par exemple, on a fait une masterclass sur négocier, son salaire là, pour l'année 2025, bah, l'idée c'est très rapidement dès la première semaine, poser une action, prendre un entretien, faire quelque chose qui fait que, bah, on est vraiment dans le concret, quoi. Oui, mais ça me parle. D'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, j'avais suivi, une formation Google My Business pour, avoir un site internet pour qu'il soit SEO, mais j'avais même pas de site internet et j'ai quand même suivi la formation alors que je pouvais rien appliquer parce que je pouvais pas, j'avais aucune maîtrise. Oui, du coup, des fois, on a ces pics de bonne volonté et après, du coup, on a du mal à les concrétiser en actions concrètes et après ça peut décourager avec le temps, donc faut pas hésiter aussi à se dire que notre énergie, elle est limitée, donc bien la canaliser dans les sujets qui vont, nous apporter de la valeur. Clairement. Mais du coup, toi, tu recommanderais d'avoir un suivi des, enfin de, comment dire? De se dire des objectifs et après de faire des suivis d'objectifs pour voir, bah, tiens, ça, j'ai réussi à faire pour être dans l'action? Est-ce que c'est quand même important de mesurer ou est-ce que c'est mieux d'être en mode un peu freestyle et tu vois en fonction de quand tu le temps ou si t'as pas envie, tu dis: «Bon, c'est pas grave». Non, je pense que c'est quand même, important de, mesurer, de noter, en tout cas de passer à l'écrit. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, en fait, on a des comptes à rendre sur rien qu'à cette feuille de papier où un jour on a écrit, quelque chose. Parce que le problème, c'est que souvent après ça devient des objectifs glissants, tu vois? Je sais qu'avec mon mari, des fois, on a des objectifs à 5 ans, mais tu sais, tant qu'ils sont pas notés, c'est toujours dans 5 ans, tu sais? 2 ans après, c'est toujours dans 5 ans. Bon, ça fait 7 ans au passage, mais donc voilà, donc je pense que c'est quand même important de se noter, de mettre des dates. Après, essayer d'être, bah, réaliste, hein, sur ses objectifs et par contre, pas s'auto-flageller parce que à la date due, on a fait que, 30 de l'objectif. L'idée, c'est juste de voir qu'on avance et puis réajuster au fur et à mesure et faire des points, de suivi réguliers. Et toi, par curiosité, tes objectifs, tu les notes, sur, par exemple un Notion, un carnet, comment toi tu t'organises? Alors moi, là, ils sont notés sur Word, donc j'ai un fichier Word avec, mes objectifs et puis, des fois, ils sont déclinés aussi sur Excel. OK, ah oui, bah, intéressant. En effet, chacun a sa propre manière, de suivre les Alors je suis pas objectifs. du tout un exemple là-dessus, mais mais voilà comment je fonctionne. Après, de toute façon, je pense que l'organisation, c'est aussi de la co-construction et on avance, pas à pas, donc après oui, je pense que le plus dur dans mettre les objectifs, c'est prendre ce putain de crayon ou cette putain de page Word et écrire les objectifs. C'est ça, exactement et puis après peut-être, moi ce que j'aime bien aussi, c'est après repasser sur le calendrier et mettre des petits jalons, sur, mon calendrier Outlook. Comme ça me fait des petits rappels de: «Oups, faut qu'on fasse un petit point». Ah ouais, du coup, je comprends, en fait, tu as tes objectifs et tu les planifies. C'est ça. Ah ouais, j'avoue que c'est hyper intéressant de faire comme ça parce que sinon tes objectifs, ils vont dormir dans ton tiroir et tu vas pas tu vas pas t'en occuper plus que ça. Tu vas dire: «Oh OK, ils sont là les effets, je suis contente».
C'est ça. Bah, l'idée, ouais, c'est de les traduire en quelques actions, on va dire concrètes et se dire: «Bah, avant telle date, il faut que telle action, elle ait été, faite pour, atteindre l'objectif en question». Mais comment aussi on fait pour se motiver? Parce qu'on peut se mettre des deadlines et après on peut se dire: «Oh ça va, c'est moi qui me la suis donnée, donc je peux la mettre plus tard». Alors ça, j'aimerais bien avoir, le secret, absolu. Moi, j'avoue que je fonctionne beaucoup, aux deadlines, aussi, bah, au fait, par exemple aussi d'avoir, d'autres, copines, des amis, avec qui on va partager nos différents objectifs et on va essayer de se motiver. Mais j'ai pas de recette, pour se motiver, dans l'absolu, à part, bah, repenser en fait à pourquoi c'est important pour moi et quels sont les résultats que je veux, au final, quoi. Oui, bah, de ce que je comprends, il faut comprendre son fonctionnement, comment nous on fonctionne dans notre façon de faire, de façon de réagir et bah, du coup, en effet, si se motiver avec d'autres personnes, ça permet de pouvoir avoir ce pic et de motivation. Let's go, en effet. C'est ça. Et du coup, ça me fait penser par rapport à Check Tapé, du coup, tu l'avais fait en même temps que ton compte Instagram ou c'était quelque chose qui était là avant ou pas? Alors, en fait, à la base, mon compte Instagram, il a existé pendant un peu plus d'1 an avant que je lance, vraiment l'entreprise, puisque je l'ai lancé en 2022, fin 2022, l'entreprise. Ouais, ça faisait 1 an et demi que j'avais déjà le compte Instagram, donc c'est arrivé, ouais, bien après. OK, ah oui, d'accord, ouais, trop bien en tout cas que ça a pu, tu un compte Instagram, que ça a pu évoluer comme ça pour un projet où tu peux accompagner, bah, plein de gens, donc bravo pour ce que tu fais. Je trouve ça vraiment chouette. Merci. Et du coup, est-ce que, par exemple, tu peux partager potentiellement des retours, de gens, que tu as accompagnés? Enfin, quel est l'impact que tu as eu sur leur vie? Alors, il y a plusieurs personnes que j'ai accompagnées. Alors souvent, je fais des lives avec, celles qui veulent bien et cetera, parce que, c'est toujours hyper cool, hyper inspirant, surtout voir par exemple, j'ai une cliente qui s'appelle, qui alors c'est un nom d'emprunt parce que du coup, sur le sujet de la rémunération, on essaye de garder un maximum d'anonymat, mais, enfin, on l'a appelée Glowy parce qu'elle a fait un glow up de dingue et en fait, elle travaillait dans le social quand je l'ai accompagnée. On a fait un accompagnement de 6 mois. Elle était dans une boîte où elle était, pas bien payée du tout par rapport à ce qu'elle voulait et c'est ce qu'elle, m'avait remonté même, c'est qu'en fait, à l'embauche, elle avait même, essayé, tu vois, de négocier son salaire parce que souvent on dit que, pourquoi les gens, les femmes, elles osent pas négocier leur salaire, mais moi je suis pas du tout d'accord, hein. Les femmes, elles osent négocier leur salaire. C'est juste que, bah, elles se confrontent en fait à des objections, elles se confrontent à des choses et elles ont pas forcément toujours les techniques pour savoir comment rebondir, par rapport à ça et pour le coup, elle avait, négocié son salaire. On lui avait un peu dit: «Bah, non, on vous donne le max, là, on peut pas» et peut-être quelques semaines après son embauche, elle se rend compte que, bah, ses collègues sont payés plus qu'elle. Donc l'entreprise, vraiment pas cool, pour le coup, puisqu'ils avaient pas voulu négocier et elle est restée, je crois, un peu plus de 2 ans dans l'entreprise et impossible de, rattraper, cette négociation d'embauche ratée et elle traînait un peu ce retard de salaire donc, on avait eu, une session ensemble, enfin un accompagnement ensemble pour essayer de renégocier et au final, bah, elle avait pas réussi à négocier en interne et elle a changé de boîte et elle a fait un bond, de plus de 13 000 € de salaire en changeant, d'entreprise. Sachant que, bah, pareil et il y avait le côté, bah, elle gardait du télétravail, elle était proche de la maison, elle avait des collègues super sympas. Un peu pour tordre le cou à toute cette image de c'est soit l'argent, soit, le taf, où tu t'épanouis bien avec des missions, sympas et cetera. Bah non, elle a tout eu quoi, elle s'épanouissait encore mieux, elle avait des missions encore plus, pertinentes et cetera. Donc pour dire qu'on peut et elle m'a redonné des nouvelles, un peu après la période d'essai et au bout de quelques mois, elle avait déjà été augmentée dans sa nouvelle boîte alors que, elle m'a dit: «En j'ai été augmentée en quelques mois, alors que plus qu'en 2 ans dans la précédente». Donc elle, c'est, allez-y, osez partir, osez négocier votre, rémunération et c'est le genre de parcours qui montre que vraiment avec les bonnes techniques, en connaissant sa valeur, en négociant et en osant, bah, poser le cadre dès le départ dans une relation, bah, professionnelle, on arrive en fait à avoir, des rémunérations qui sont alignées avec notre valeur. Waouh, super inspirant, bravo à elle, c'est incroyable. Et du coup, ça me fait penser, car j'ai envie d'en savoir un peu plus, est-ce que tu peux nous partager quelques techniques pour rebondir, par exemple, aux objections et pouvoir, bah, imposer un peu, bah, ça, c'est ma valeur, je mérite, vraiment cette augmentation?
Bah, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que 90 de votre négociation, elle se passe lors de la préparation. Souvent, la problématique qu'on va avoir avec les salariés, c'est qu'ils arrivent en entretien et qu'ils sont pas préparés à négocier leur salaire. Ils sont juste préparés et en fait, ils ont mis toute leur énergie à oser demander une augmentation de salaire ou à oser aborder la question du salaire. Alors moi, ce que je dis, c'est que c'est bien, c'est cool, c'est top, mais par contre, ce n'est pas négocié. Juste dire, «Écoute, ça va pas, il faut qu'on parle de mon salaire», ça s'appelle pas une négociation de salaire, ça s'appelle juste parler du salaire. Et l'idée avec une négociation de salaire, c'est anticiper les objections spécifiques qu'il va y avoir dans ton cas. Donc, dans ton cas de figure personnelle, avec l'historique qu'il y a entre toi et ton employeur, quelles seraient les raisons pour lesquelles, eh bien, on ne voudrait pas t'augmenter? Et pourquoi est-ce qu'on devrait t'augmenter? Et souvent, bah, quand tu poses cette question, il y a plein de gens qui disent, bah, je sais pas, ou qui vont aborder des questions qui vont être personnelles. C'est-à-dire: «Oui, mais tu as vu l'inflation, moi j'ai l'impression, de travailler pour payer des factures et cetera». Alors ça, c'est très bien pour toi, mais comme je le dis, une entreprise n'est pas là pour faire la charité. Elle n'est pas là pour que toi, Estelle, tu aies une très belle vie et que tu puisses profiter, avoir des vacances et machin chose. Elle est là parce que elle veut quelqu'un qui va apporter de la valeur à son entreprise. Donc les arguments, la logique de réponse aux objections doit être tournée vers cette valeur que j'apporte à l'entreprise pour justifier le fait que bah, ça vaut le coup de continuer à investir en moi. Souvent, on va avoir tendance en tant que salarié à se dire bah, l'augmentation, c'est la récompense d'un travail que j'ai fait dans le passé. L'augmentation, c'est jamais ça. C'est pas parce que tu as super bien travaillé cette année qu'on va t'augmenter. Non, c'est pas pour ça. Et pourtant, c'est comme ça qu'on est conditionné à penser. Alors qu'en fait, l'augmentation, c'est un investissement. C'est l'entreprise, elle se dit, ah, je devrais augmenter Estelle parce que si je veux qu'elle m'apporte encore plus de valeur dans l'avenir, eh bien, je vais avoir intérêt à lui donner quelque chose qui va lui donner envie de rester, qui va lui donner envie de se donner, se dépasser et me donner encore plus de valeur demain. Et ça crée des tensions. Et je donne un exemple qui est très parlant. C'est tu peux avoir une entreprise, peut-être que tu vois, tu as appuyé sur le bon bouton au bon moment qui l'empêche de faire faillite à un instant T. Bah, si demain ton métier qui est de dire, je sais pas moi, j'appuie sur des boutons, il disparaît, il ne sert plus à rien, l'entreprise n'aura aucune raison de t'augmenter demain parce que, bah, en fait, le métier sert plus à rien. Donc, elle va pas te garder juste pour le plaisir de tes beaux yeux, par gratitude, par le fait que tu lui as sauvé la vie l'année dernière. Donc, vraiment, il faut avoir cette optique de dire une augmentation, c'est un investissement. La question à laquelle je dois répondre fondamentalement, c'est pourquoi est-ce que l'entreprise a intérêt à investir en moi? Et si j'ai cette logique-là dans la façon dont je vais négocier mon salaire, j'ai tout compris et je vais avoir une discussion qui va être cohérente et qui va me permettre d'avoir des résultats. Oui, hyper intéressant de ce que j'entends et ce que je comprends aussi, c'est que vu que c'est un investissement, en fait, par exemple, l'entreprise peut avoir peur que, bah, son salarié parte chez la concurrence et que justement la concurrence lui vole les compétences qui sont indispensables pour sa croissance et cetera. Ça peut être un sujet effectivement si, par exemple, tu es très bonne dans ce que tu fais, que tu apportes énormément de valeur à l'entreprise ou que l'entreprise, bah, est devenue très dépendante de toi, ça peut être un levier justement, dans la négociation salariale, un levier qu'il faut pas hésiter à utiliser. Là où des fois les salariés vont avoir des scrupules: «Non mais moi je vais pas leur mettre des couteaux sous la gorge, tu comprends, je veux pas profiter». Bah non, en fait, on n'est pas là pour profiter. C'est pareil, on remet chacun à sa responsabilité. Si l'entreprise n'a pas suffisamment bien géré son personnel de façon à se rendre totalement dépendante d'un seul salarié, c'est sa responsabilité, c'est pas la tienne. Et toi, si aujourd'hui, bah, tu exiges d'être payé à une rémunération qui convient à l'expertise et la valeur ajoutée que tu apportes, bah, que l'entreprise veut pas s'aligner, c'est à elle de trouver les moyens de te remplacer. Et c'est pas ta responsabilité de t'assurer de savoir comment va faire l'entreprise quand tu es pas là demain. Ah oui, clairement, en fait, il faut se mettre en priorité et penser à soi, son développement personnel, et cetera et pas que l'autre parce que du coup, ça va venir biaiser et ça va potentiellement nous laisser dans des situations qui nous correspondent pas parce qu'on se dit: «Ah bah non, les pauvres, comment ils vont faire?» C'est ça, exactement. Faut accepter parfois aussi d'avoir la casquette de, «Je suis pas gentil». Enfin, c'est un petit peu comme si demain, tu vois, toi, tu avais pas les compétences, je dis souvent ça en entretien d'embauche, tu as pas du tout les compétences, mais tu voudrais être directeur financier de ma boîte. Bah, c'est sympa, mais je vais t'expliquer que non et tu auras beau m'expliquer: «Oui, mais moi, j'ai plus de lait pour mon fils, j'ai pas de couche et cetera». Bah, je vais passer pour le méchant, mais je vais te dire: «Bah, je suis désolée, mais moi, j'ai besoin d'un directeur financier compétent». Donc de la même manière, si l'entreprise, bah,
elle a pas les moyens de me payer au niveau, de ce que je dois avoir comme salaire au regard de mes compétences, de la valeur ajoutée que j'apporte, je vais pas lui faire de cadeaux et je vais pas lui faire de crédit sur 25 ans. Je vais partir, auprès d'une entreprise qui a les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire d'avoir un salarié qui apporte autant de valeur que moi. Et ça, c'est, passé parfois pour la méchante, mais c'est la réalité du business malheureusement. Complètement. Et avant de passer à la conclusion de l'épisode, je voulais savoir comme question, comment on fait, du coup, pour trouver une entreprise qui, soit, dire parfaite pour nous, qui coïncide avec nos valeurs, ce qu'on aime, ce qui est important pour nous, parce que, ouais, toute une culture d'entreprise, c'est pas forcément évident aussi à intégrer. Donc comment faire pour que tout fit bien? Déjà, faut être au clair sur ce qu'on veut et c'est ça peut être surprenant, mais il y a assez peu de salariés qui savent ce qu'ils veulent en termes d'entreprise parce qu'on n'est pas, pareil, éduqué à penser à ce qu'on veut. Souvent, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se rappeler qu'un entretien d'embauche, c'est d'abord un échange, c'est d'abord un c'est un peu comme un date, tu vois? Tu es là pour voir s'il y a un bon match entre l'entreprise et toi. Or, la plupart des salariés, ils vont en entretien d'embauche en mode examen. Je suis là pour savoir si je vais être pris ou pas. D'ailleurs, souvent quand tu reviens d'un entretien ou qu'on demande des nouvelles, on dit: «Alors, tu as été pris ou pas?» On ne demande jamais, «Alors, tu les as sélectionnés ou pas?» Tu vois? Alors que, en fait, c'est une double sélection de part et d'autre et se réinvestir dans cette posture où je choisis l'entreprise autant qu'elle me choisit, ça me permet, moi, de réfléchir en amont avec quel genre d'entreprise j'ai envie de travailler, à quelles conditions indispensables doivent être remplies pour que je postule même à déjà, tout simplement à l'offre d'emploi que je vais voir et ensuite peut-être que je mette fin au processus parce qu'en fait, je me rends compte au bout du deuxième entretien que j'ai pas envie de poursuivre avec cette entreprise et je veux même pas savoir s'ils veulent me prendre ou pas. Moi, je sais déjà que ça va pas le faire. Mmh. Oui, ce que je comprends, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Enfin, faut que tout le monde soit en phase pour travailler et pas accepter le job parce que: «Oh là là, comment je vais faire? J'ai besoin d'un job rapidement pour, payer mes factures et compagnie». Bon, bien sûr, hein, l'histoire de l'argent, c'est important, mais l'histoire de sa place, sa valeur, parce qu'en fait, je pense que si on fit dans une entreprise qu'on le sent pas, forcément, on va être déçu et forcément, tu vas pas prendre du plaisir à faire ton travail et forcément, ça va avoir des répercussions un peu partout, quoi. C'est exactement ça. On peut pas au final, quand on est mal, on peut pas donner aussi soi-même le meilleur de soi et après on rentre dans un espèce de culture, on se sent dévalorisé, on perd confiance et cetera. Donc c'est hyper important d'avoir conscience de ce qu'on vaut et de se dire: peu importe que je sois junior, que j'ai, peu d'expérience, beaucoup d'expérience et cetera. Dans tous les cas, j'ai une valeur, j'ai un certain, quelque chose à apporter à l'entreprise, sinon elle serait pas en train de me recevoir en entretien. Elle, elle le voit bien, mais il faut que moi j'en ai conscience d'abord, indépendamment de cette entreprise, pour savoir défendre cette valeur. En tout cas, cet épisode était très enrichissant. Même moi, je me suis fait: «Pfiou, mon mindset, il a changé sur, certains points, donc merci». Du coup, on va passer à la conclusion de l'épisode. Toi, du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Le mot de la fin et que je répète, à qui veut l'entendre, c'est vraiment de jamais oublier qu'on travaille pour vivre et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, si on se lève le matin, qu'on se décide de prendre le métro, le vélo ou que sais-je, pour aller travailler, c'est pour aller gagner une rémunération qui va nous permettre, de mener la vie qu'on a envie de vivre. Et si au final, on se rend compte que chaque matin, on se lève, on va bosser et qu'au final, on n'arrive pas à, avoir la vie qu'on a envie de mener, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans le travail, la valeur ou la rémunération qu'on est en train de tirer de ce travail-là. Parce que, on est dans une société capitaliste et une des façons de faire, de nos rêves, de nos ambitions une réalité, c'est, l'argent. Donc il faut que ça soit plus un tabou et il faut qu'on arrive en fait à investir ce sujet-là en se disant: oui, c'est normal de se former, c'est pas, ceux qui savent négocier d'un côté et ceux qui savent pas négocier d'un côté. C'est des méthodes, c'est une méthodologie, c'est des techniques et ça s'apprend comme toutes les techniques. C'est juste que, on a une grosse lacune, hein, au niveau de l'éducation nationale, il y a pas et puis nous, on peut, une fois qu'on est, adulte aussi, investir le sujet pour, évoluer, monter en compétence sur le sujet et faire en sorte que, la priorité numéro un qui est la nôtre de gagner de l'argent à travers notre travail, elle soit bien remplie. Les entreprises, leur priorité numéro un, c'est de trouver des compétences et du coup, ils ont des recruteurs qui savent nous faire passer des tests techniques, ils savent nous faire passer plein de choses pour déterminer et s'assurer que nous, on est vraiment, on n'est pas des impostures. Mais nous, de notre côté, on n'a pas trop travaillé les skills pour, repérer les impostures, du côté des entreprises et Dieu sait qu'il y en a, qui, sont là à nous proposer des super beaux postes, mais pas les rémunérations qui vont avec.
Mmh. Oui et ce que tu viens de nous dire, merci pour cette conclusion, ça me fait penser aussi que la négociation, en fait, elle est partout. Elle est quand on veut aller au restaurant, aller voir tel film ou même avec ses enfants. Donc, en fait, elle est présente sous une autre forme, pas forcément, certes, le salaire, mais en effet, comme tu le dis, en travaillant et en pratiquant, bah, c'est comme ça que on peut avancer et avoir, on l'espère, une vie qui nous rend plus épanouis. Parce que c'est vrai que le but de notre vie sur Terre, pour moi, ma croyance, c'est qu'il faut qu'on soit heureux. Et tu ne peux pas être heureux dans un job qui ne te correspond pas, qui ne te rémunère pas à ta juste valeur. Et ce que du coup, ça va entretenir plein de croyances négatives en toi et tu vas te dévaloriser, perdre confiance en toi et tout. Et c'est pas le but. Le but, c'est que tu puisses te sentir bien et prendre le pouvoir de ta vie. C'est exactement ça, je suis totalement d'accord et souvent, pour taquiner, les abonnés, je leur dis, «Mettez la moitié de l'énergie que vous mettez à négocier sur Vinted dans la négociation de votre salaire et vous aurez des super, résultats». Donc c'est les mêmes skills. Ah, c'est bien pensé, j'avais pas pensé, mais j'avoue, je valide. Du coup, dans la suite de mes questions, toi, qui sont tes rôles modèles? Alors moi, j'ai pas vraiment de rôle modèle, ou en tout cas de célébrité ou de personnes, vraiment que j'érige comme ça. Mais en vrai, je suis inspirée par énormément de personnes. Je suis inspirée par ma maman, je suis inspirée par mes sœurs, je suis inspirée par, les abonnés, les personnes, avec qui j'ai l'occasion d'échanger et je vois des personnes et c'est vrai, c'est la réalité, on n'a pas tous et toutes les mêmes cartes quand on se lance dans le monde du travail, quand on se lance dans la vie et il y a des personnes qui arrivent à faire des avec très peu, des choses de fou. On peut souvent être bluffé par ce qu'on est capable de faire et ce qu'on soupçonne pas être capable de faire et c'est moi ce qui vraiment me drive de voir des histoires ordinaires, genre, j'adore «Ça commence aujourd'hui» parce que tu sais, tu as toujours des histoires, du quotidien. Donc voilà, c'est un peu les histoires ordinaires qui moi m'inspirent énormément au quotidien. Oui, je comprends, l'inspiration est partout et en fait, tu as pas besoin d'être un grand nom, connu, pour faire des grandes choses. Tout le monde peut faire des grandes choses et c'est important en effet, de s'inspirer des témoignages, bah, qu'on entend pour pouvoir, toi, prendre ce que tu as envie de prendre et pouvoir grandir par la suite. C'est ça, exactement. Et du coup, dans la suite de mes questions encore, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Alors, je sais qu'on a critiqué les réseaux sociaux avec le fait de scroller et cetera, mais je pense qu'il y a vraiment plein de comptes qu'on peut suivre et qui vont avoir tendance à nous donner énormément de pépites de motivation, d'inspiration. Moi, je sais que si tu suis Check Ta Paye sur les réseaux, tu vas avoir de temps en temps, des vidéos qui vont te mettre un petit peu la piqûre de: «Faudrait pas que tu ailles parler à ton patron» et cetera. Mais je pense aussi, par exemple, à Insaf El Hassiny de Ma Juste Valeur, à Sarah de Power Ta Carrière, qui sont aussi des nanas qui aident les femmes à justement, négocier leur rémunération, aller chercher des rémunérations, à leur juste valeur et qui sont aussi, des livres, des comptes, clés, que vous pouvez voir. Je crois qu'il y a aussi, à payer qui est pas mal et sinon vous avez les règles du jeu et qui parlent un petit peu de toutes ces règles qu'on n'apprend pas et qui montrent que ce sont des méthodes, qui vont faire en sorte que, on réussira à négocier son salaire et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'ose pas négocier, c'est pas parce que, on nous a pas appris qu'on va pas y arriver. Par contre, oui, il va falloir se bouger, oui, il va falloir de l'action pour arriver à des résultats. Mmh, bah, merci pour tous ces partages. De toute façon, je mettrai les noms, dans la description de l'épisode pour les personnes qui nous écoutent et comme tu dis, en fait, ouais, c'est vrai qu'on a toutes et tous des croyances et en fait, pour débunker un peu tout ça, oui, il faut passer à l'action, oui, il faut faire des choses parce que c'est pas en te tournant les pouces et en disant: «Bon, bah, faites que ma négociation se passe bien, que ça marchera». Et du coup, que signifie pour toi le terme féminisme? Alors, c pour moi, le terme féminisme, c'est vraiment cette lutte pour, faire en sorte que, bah, on soit égaux, qu'enfin, en tout cas, que la société soit plus égalitaire et qu'en fait, il y ait plus la question du féminisme demain. C'est vraiment que ce soit, naturel, et qu'on soit pas confrontés, nous les femmes, à des discriminations, quand on essaye de négocier son salaire, quand on essaye juste de travailler, quand on essaye, d'avoir accès à ce que, tout un chacun, a accès. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça pour moi le féminisme.
Ouais, je te rejoins complètement. Moi aussi, j'espère qu'un jour, il n'existera plus ce mouvement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que c'est sûr pour les femmes, c'est aussi peut-être un peu plus compliqué puisque c'est historiquement parlant, les femmes ont commencé à travailler et à être valorisées pour leur salaire assez tardivement, parce que, bah, du coup, pendant longtemps, les femmes, elles devaient, avoir l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque, pour plein de choses et c'est vrai que tout est assez récent, en fait. C'est ça qui est assez dingue de se dire. Enfin, moi, j'ai l'impression que non, ça fait très longtemps, mais c'est tout par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est qu'une toute petite partie. C'est ça, exactement et surtout, c'est pas acquis à vie, quoi. Enfin, c'est donc c'est important qu'il y ait une lutte pour, justement pas régresser aussi et faire en sorte que, bah, ces droits qu'on a acquis durement, ils continuent, à produire des petits et à faire en sorte que, bah, on ça aille en s'améliorant, toujours. On croise les doigts et on travaille pour. C'est ça. Et du coup, ma dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Bah, écoute, je pense que Chloé Ngassa, ça peut être, ça peut être un vrai ajout parce que moi, j'ai beaucoup parlé de savoir se vendre, mais c'est vrai qu'aussi, l'autre partie de l'opération séduction, c'est aussi séduire à travers ses compétences, c'est aussi montrer sa valeur, c'est, aussi, justement quand on a un parcours atypique, quand on est junior, quand on est en reconversion, avoir cette capacité de montrer, tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on sait apporter comme valeur avant bien sûr de faire payer ça au bon tarif. Mais effectivement, je pense que ça peut être un vrai complément et du coup, Chloé, c'est l'experte, la coach emploi par excellence, qui va donner, plein de tips, sur ce sujet-là. Ah mais grave, ouais, il faut que je lui envoie un message, juste après notre épisode, parce qu'en effet, ça me ferait très plaisir de la recevoir, également, parce que c'est vrai que c'était déjà une pépite. J'avais trouvé, les formations d'Athéna Academy et bah, du coup, le contenu qu'elle propose au quotidien, c'est aussi un truc de ouf. Donc en effet, il y a de belles complémentarités avec, notre épisode d'aujourd'hui. Génial. Bah, du coup, merci Awa pour notre épisode ensemble. C'est passé très vite et bah, merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout également. Ça marche. Merci beaucoup Estelle. Merci à tous, pour l'écoute et puis, hâte de vous retrouver sur les réseaux. Ciao, ciao! Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!